Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode des Harry contre-attaque. Donc aujourd'hui, on parle de Fantastic Four, les 4 fantastiques. Pourquoi est-ce qu'on vous parle encore d'un film de Marvel? Vous pouvez penser qu'il y a absolument rien de politique dans ce film, mais vous vous trompez. Premièrement, les films de Marvel sont politiques. Et profondément. Deuxièmement, et Fantastique 4, les 4 fantastiques plutôt, parlent des théories des relations internationales et mon petit doigt me souffle à l'oreille qu'on s'appelle les... Harry contre-attaque. Oui, donc les théories, ça fait un peu partie de notre contenu. Et de notre ADN. En plus, ça parle pas de n'importe quelle théorie. Ça parle des théories libérales et réalistes. Et ces 2 théories quand même assez importantes dans l'origine des théories des relations internationales. Non seulement elles sont importantes, mais elles sont aussi des opposés. Pourquoi? Parce que la théorie libérale voit le monde comme étant capable de coopérer, alors que la théorie réaliste est plutôt comme un État va chercher à avoir le pouvoir aux dépens des autres, et la coopération est impossible dans un monde où chaque État cherche à avoir le plus possible de pouvoir et de sécurité. Surtout que la théorie libérale estime que pour les États, c'est plus avantageux de collaborer parce qu'il y a des règles dans le système international qui permettent de diminuer l'anarchie internationale. Ce qui fait en sorte que les États devraient théoriquement concevoir la coopération comme un moyen de parvenir à ces fins plus rapidement. On le voit bien dans le film. Effectivement, puisque on voit que les 4 fantastiques vont réussir à encourager l'humanité à travailler ensemble pour bâtir des portails, pour pouvoir téléporter la Terre plus loin, pour empêcher Galactus de s'emparer de la Terre et de la dévorer. Alors que dans l'espace, Galactus refuse de collaborer et ne voit pas l'intérêt de la collaboration parce qu'il est comme « je suis le plus fort, donc ça m'apporterait quoi d'accepter ton aide? Aucun avantage. » Et oui, parce que pourquoi les plus forts devraient collaborer avec les plus faibles? C'est aux plus faibles de s'incliner devant les règles des plus forts, selon la théorie réaliste. Il est vrai que Galactus, il va dire « Ah, j'accepte de vous épargner si vous me donnez Franklin. » Mais encore là, c'est juste question de devenir encore plus fort qu'il ne l'est déjà. Puis, selon la théorie réaliste, le fait que les 4 fantastiques sont allés voir Galactus pour négocier montre bien qu'il y a un clash dans la perception des choses. Parce que d'un côté, les 4 fantastiques s'attendent à une collaboration équitable, tandis que Galactus s'attend à ce qu'ils obéissent à ses désirs parce qu'il considère qu'il a le gros bout du bâton. Ce qui est un peu paradoxal parce que dans le film, au final, c'est la théorie libérale qui l'emporte. Mais c'est un peu paradoxal parce que dans la vraie vie, la théorie libérale est de plus en plus mise de côté étant donné que les événements ont poussé les chercheurs à croire qu'elle n'était plus d'actualité. C'était plus une théorie réaliste sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, là. Oui, parce que la théorie libérale, une des conditions pour qu'elle fonctionne, c'est que dans le monde actuel, dans le système international, il faut que les États considèrent qu'ils sont obligés de respecter les règles du droit international et le fonctionnement du système international qui est régi par des organisations internationales comme l'ONU. L'ONU est représentée dans le film. Ben, pas l'ONU exactement, là, mais la Société des Nations, non? Dans les 4 fantastiques, on voit que l'organe de coopération des États commence par S. Ça nous fait penser à la Société des Nations. La Société des Nations, c'est l'ancêtre, un peu lointain pour certains, de l'ONU. C'est l'organe de coopération entre les États dans l'entre-deux-guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que cet organisme-là a été dissous à cause de ses échecs évidents à empêcher une Deuxième Guerre mondiale. Donc, on suppose dans ce film que la Société des Nations a perduré dans le temps et que les 4 fantastiques ont soit fondé cette société-là ou ont permis une certaine pérennité. Donc, on estime que potentiellement, la Deuxième Guerre mondiale s'est peut-être pas passée parce qu'on voit une grosse coopération entre les différents États, puis on voit aussi que cette société-là qui commence par S, société S de collaboration, et pas juste une société de collaboration. Parce qu'on voit que les 4 fantastiques, plus précisément
Susan Richard Storms est le centre de cet organisme de coopération-là. Il n'y a aucun moment, quand on présente cet organisme-là, dont le siège est mystérieusement à New York, aucun État s'oppose à la vision des 4 fantastiques, sauf pour le représentant de la Latverie, qui pratique la tactique de la chaise vide pour indiquer son désaccord avec la vision des 4 fantastiques. On voit que sa chaise est vide, on voit l'écriture de Latverie, donc son représentant, on sait que ça va être Dr. Doom. Mais cette tactique n'est pas nouvelle dans le monde. Elle a été utilisée par la Russie pendant la guerre froide. L'URSS plutôt. Elle a été utilisée par l'URSS pour s'opposer à la mise en place d'une force de coalition pour venir en aide à la Corée du Sud qui se faisait envahir par la Corée du Nord. Mais la Latverie n'est pas un vrai État. Non. Dans la vraie vie, ce n'est pas un vrai État. C'est un État qui serait situé en Europe centrale, qui n'existe pas, mais dans l'univers des 4 fantastiques, il existe bien. Et on voit qu'ils sont en désaccord parce que ce qui manque aujourd'hui dans la réalité pour pouvoir assurer une pérennité à la vision libérale, c'est un super léviathan. Donc, dans le domaine des relations internationales, on considère les États comme des léviathans, comme un monstre biblique. On les considère comme des monstres parce qu'ils sont souverains, donc ils peuvent gérer leur territoire de la manière dont ils veulent. Les États, les gouvernements qui sont élus ou pas par leur population, ils ont un droit de regard sur tout ce qui se passe sur leur territoire et peuvent utiliser la violence si besoin, c'est-à-dire via l'armée, via les policiers, via leur système juridique, etc. On va même parler du monopole de la violence légitime. Parce que c'est les seuls qui pourront utiliser la violence et de manière légitime, donc que ça serait permissible, légal. Donc, ce qui manque à l'ONU, c'est une qualité de super léviathan. Donc, il manque une autorité au-dessus des États qui ferait en sorte que les États seraient obligés de respecter les règles internationales et de respecter les différents traités qui ont été négociés entre eux. Parce que pour l'instant, comme j'ai mentionné plus tôt, le droit international, son application dépend de la volonté des États. Parce que l'acteur principal du système international, c'est les États, sauf que les États sont souverains. Donc, cette idée de super léviathan, c'est l'idée qu'il y aurait un super gouvernement au-dessus des États. Beaucoup de gens estiment que l'ONU remplit cette fonction, mais dans les faits, l'ONU est simplement un forum de discussion entre les États. Parce qu'au final, si l'État veut pas s'y conformer, il va pas le faire. Puis ça s'est déjà produit dans l'histoire. On va dire à un État, t'es obligé de donner ça à l'autre État, puis il va faire, moi je veux pas, je suis souverain, donc vous avez aucune force contraignante. Juste plus récemment, il y a une guerre, on lui dit, t'as pas le droit selon le droit international de la guerre. L'autre État, il est comme, selon moi, j'ai le droit, donc il fait pareil. Donc, si on en revient au film, on voit que dans les 4 fantastiques, tous les États sont d'accord pour s'entraider contre la menace, puis qu'ils suivent les 4 fantastiques et l'organisation. Puis la raison, on estime que c'est parce que les 4 fantastiques agissent comme forme de super léviathan. Parce qu'on se souvient que les super fantastiques, même s'ils sont des super-héros, puis on voit très bien que, le but de ce film est de les présenter comme des super-héros sans peur et sans reproche, donc qui agissent pour le bien de l'humanité. Mais dans les faits, les 4 fantastiques sont des super-héros qui ont des pouvoirs et donc peuvent imposer leur vision des choses. Et donc, c'est grâce à ces super-pouvoirs-là qu'ils réussissent à imposer une vision des choses qui est libérale. Leur vision des choses, c'est quelque chose à laquelle Dr. Doom, qui représente la Latverie, n'adhère pas et donc pratique la stratégie de la chaise vide pour indiquer son désaccord avec cette organisation-là. Et on le voit bien parce qu'au début du film, on voit que les 4 fantastiques vont se lancer dans un combat contre les habitants d'en dessous et qu'il y a un gros conflit que Suzanne réussit à régler parce qu'ils ont combattu les invasions des peuples souterrains et que ça se règle après que les 4 fantastiques aient de multiples fois combattu ces habitants-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est juste parce que Suzanne a négocié avec les habitants d'en dessous ou parce qu'ils sont fait donner une raclée plusieurs fois?
Donc, on voit très bien, dès le début du film, que les Quatre Fantastiques agissent comme gardiens de la paix sur la Terre, ce qui permet une vision très libérale de la Terre et une coopération internationale, au final. Ici, je nous amène dans un monde un peu plus extérieur des théories des relations internationales pour vous parler un peu plus de la représentation des États-Unis dans le film. Parce que la représentation est très importante. D'abord, les Quatre Fantastiques sont américains et c'est grâce à eux, comme Anne vient de le dire, la théorie libérale qui règne et toute la paix sur Terre. Non seulement ça, mais également, dans les Quatre Fantastiques, on a Suzanne et Reed qui vont avoir un enfant qui vont nommer Franklin. Franklin est le prénom d'un des présidents américains, Roosevelt. Roosevelt, qui est celui qui a amené les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Un président quand même assez connu aussi, notamment pour sa politique du New Deal. Oui, qui a permis aux États-Unis de sortir de son isolationnisme et de participer à la Deuxième Guerre mondiale et finalement d'occuper le rôle d'hégémon, donc puissance principale sur laquelle se centre le système international dans les dernières années. Et en plus, l'enfant de Suzanne Reed a un rôle capital dans l'histoire et porte le nom d'un président qui a eu un impact important. Considérable sur les États-Unis, qui a changé le sort des États-Unis, parce que si les États-Unis n'étaient jamais sortis de leur isolationnisme, qui sait ce qui se serait passé par la suite? En lien avec les États-Unis, la majorité de l'action se déroule à New York. New York est représentée comme une place où il y a beaucoup d'affaires, où il y a la recherche. Et les Quatre Fantastiques ont leur siège là. L'organisation qui occupe la place de l'ONU et au-delà, son siège est à New York. Et non seulement ça, mais en plus, dans les tout débuts du film, on parle du voyage dans l'espace qui a permis aux Quatre Fantastiques d'obtenir leur pouvoir. Eh bien, dans la réalité, c'est l'URSS qui a fait le premier voyage dans l'espace et non les États-Unis, chose qui n'est absolument pas possible ou mentionnée dans le film. Dans le film, c'est clairement les États-Unis qui ont été sûrs à conquérir l'espace. Et même, on renforce cette idée, car quand Galactus approche de la Terre, on voit la Lune et on voit le drapeau américain sur la Lune. Donc, c'est vrai que c'est effectivement les Américains qui ont marché les premiers sur la Lune, mais ça vient renforcer l'idée que c'est eux les grands explorateurs de l'espace, en fait. Mais dans la réalité, ça reste l'URSS qui a su envoyer les premiers satellites dans l'espace. Et par la suite, les États-Unis ont effectivement posé les premiers le pied sur la Lune. Ça, c'est vrai. Mais le premier lancement d'un engin dans l'espace, c'est l'URSS. Fait que faut pas oublier ça. Donc, on voit vraiment que dans les Quatre Fantastiques, on oublie ou on efface une partie importante de l'histoire. Puis on recentre l'histoire sur les États-Unis et on estime que si l'humanité avait tourné de cette manière, tout serait pour le mieux. Donc, on présente les États-Unis comme gardiens de la paix qui devraient être en mesure d'assurer encore la paix dans le futur. Enfin, un dernier élément pour démontrer la prédominance des États-Unis, c'est le fait qu'il n'y a pas de langue étrangère qui est utilisée autre que le français. Et encore là, l'utilisation du français est minime. À un certain moment dans le film, si vous vous rappelez bien, ils vont communiquer avec les différents représentants d'États dans le monde pour installer les portails. Et bien, même quand ils parlent avec l'Asie, les représentants asiatiques, ils parlent en anglais. Ou l'Inde, c'est en anglais. Il n'y a aucune mention de langue étrangère autre que le français. Donc, le centre du pouvoir, c'est les États-Unis, la vision anglophone américaine de la situation, et les Quatre Fantastiques vont pas faire l'effort de parler dans une autre langue, mis à part le français 3 secondes. Mais après, c'est intéressant qu'ils choisissent le français. Pourquoi c'est la seule langue étrangère qu'ils parlent dans le film? Mais ça peut faire référence à un emprunt de soft power. C'est un emprunt temporaire du soft power français. Parce que le soft power français, dans les films, est très populaire à chaque fois qu'on veut représenter la romance. On parle de Paris, on parle du français, on parle de la culture française de France. Donc, on peut voir là un petit emprunt de soft power pour renforcer une vision positive des Quatre Fantastiques et du rôle des États-Unis dans ce film. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'empreinte du soft power, je vous invite à aller écouter notre épisode qu'on a fait sur K-pop Demon Hunters. En parlant de cet épisode-là, on voit aussi que le pattern des États-Unis n'est pas le même. Donc,
le schéma, si je traduis le terme en français, parce que dans les films américains, dernièrement, on voit qu'il y a vraiment un rapprochement avec la Corée du Sud. Et là, dans les 4 Fantastiques, la Corée du Sud n'est pas vraiment existante et il emprunte le soft power français. Donc, on voit que l'Asie, dont la Corée du Sud, a une influence moindre. On voit l'Inde, comme a mentionné Laurence, et on voit peut-être une fraction de seconde d'autres pays asiatiques qui sont indiqués par des écriteaux rapidement dans le film, mais on voit que dans cette vision des choses-là, des 4 Fantastiques, la place de l'Asie redevient moindre. Le soft power d'un État, c'est formé par les différents acteurs dans l'industrie du cinéma, des jeux vidéo, de la BD, les influenceurs, etc. Et donc, ces acteurs-là, culturels, n'ont pas tous la même vision des choses. Et au final, le soft power d'un État est formé par ces acteurs-là. Donc, le soft power que nous, on dénote des différents films, c'est grosso modo l'image que les États-Unis, par exemple, vont envoyer à l'international, mais il n'y a pas une seule vision des États-Unis dans le monde et de son rayonnement. Il y a différentes manières de projeter le soft power, et ces différents courants de soft power-là ne s'entendent pas toujours. Contrairement au concept du soft power, c'est pas une seule projection du soft power parce que maintenant, les différents acteurs de l'industrie sont pas toujours en accord et les 4 Fantastiques nous prouvent bien ça. Parce que, en comparaison avec Thunderbolts, on voit qu'on a 2 visions des choses de la place des États-Unis. La vision du soft power d'un État varie et peut changer en fonction des acteurs de l'industrie qui produisent cette culture américaine-là. Par exemple, on en parle dans Wednesday. Donc, si ça vous a intrigué, n'hésitez pas à aller voir nos autres épisodes parce que vous allez voir, à chaque épisode, notre analyse est légèrement différente étant donné que ce n'est pas les mêmes producteurs, réalisateurs, acteurs qui sont impliqués dans le film et c'est pas la même image qu'on veut projeter. Mais on essaie quand même de vous ressortir des éléments en commun et les différences pour vous donner un aperçu de ce que ça donne la projection du soft power des différents États. Et donc, si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à aimer la vidéo et vous abonner et écouter nos autres vidéos. Donc, merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. Ciao! Bye!